Nous sommes le mercredi 29 avril 2026 et nous couvrons aujourd'hui un dossier qui, honnêtement, m'a fait m'arrêter net quand je suis tombé dessus pour la première fois. Parce que lorsqu'on passe autant de temps que moi à fouiller dans des rapports de défense, des notes de renseignement naval et des analyses géopolitiques, on finit par développer un certain instinct pour reconnaître les événements qui comptent vraiment. Et celui-ci compte vraiment. Le Royaume-Uni et l'Ukraine se préparent à faire quelque chose dans le détroit d'Ormuz que même les États-Unis n'avaient pas vu venir. Quelque chose d'aussi audacieux sur le plan stratégique qu'inattendu par son intelligence. Une manœuvre qui ne change pas seulement la conversation autour de la guerre contre l'Iran. Elle réécrit carrément tout le manuel de ce que signifie la puissance navale dans ce nouveau monde. Et au beau milieu de tout cela, Vladimir Poutine est assis à Moscou absolument furieux parce que cette manœuvre, si elle va de l'avant, va frapper directement son trésor de guerre. Alors, reprenons depuis le début, parce que pour comprendre pourquoi ce que le Royaume-Uni et l'Ukraine s'apprêtent à faire est si important, il faut d'abord comprendre à quel point la situation dans le détroit d'Ormuz est devenue catastrophique pour la planète entière. Le détroit d'Ormuz mesure 34 km de large à son point le plus étroit. C'est tout. Seulement 34 km d'eau séparent l'Iran d'Oman. Et par ce couloir étroit, transite 20% de l'ensemble de l'approvisionnement mondial en pétrole, 20% du gaz naturel liquéfié mondial et jusqu'à 30% des engrais échangés à l'échelle internationale. Avant le 28 février 2026, environ 3000 navires traversaient ce détroit chaque mois. Aujourd'hui, ce nombre s'est effondré à environ 5% des niveaux d'avant-guerre. L'Agence internationale de l'énergie a officiellement qualifié cette situation de plus grande perturbation de l'approvisionnement dans l'histoire du marché pétrolier mondial. Pas l'une des plus grandes. La plus grande jamais enregistrée, plus importante encore que le choc pétrolier des années 1970. Et quand on regarde ce que cela a provoqué dans l'économie mondiale, les chiffres sont franchement alarmants. Le Brent a dépassé 120 $ le baril dans les premières semaines de la guerre. Aux États-Unis, le prix de l'essence a franchi les 4 $ le gallon pour la première fois depuis des années. Les prix du gaz naturel liquéfié en Europe ont presque doublé. Les compagnies aériennes ont commencé à ajouter des suppléments carburants. Des pays comme le Bangladesh, le Pakistan et le Vietnam ont déclaré des urgences liées au carburant. Des États du Golfe qui dépendent du détroit pour plus de 80% de leurs importations alimentaires ont commencé à acheminer par avion des produits de base parce que les tablettes des supermarchés se vidaient. Voilà donc l'ampleur du problème. La question que tout le monde se pose depuis le premier jour de ce conflit est très simple. Qui va réparer cela ? Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante parce que la réponse que personne n'attendait n'était pas les États-Unis seuls. C'était pas non plus la puissance combinée de la Royal Navy et de la marine française. La réponse qui émerge maintenant cette semaine, c'est l'Ukraine. Oui, l'Ukraine. Le pays qui a passé les 4 dernières années à se défendre contre une invasion russe avec des drones et du courage, se prépare maintenant à envoyer ses navires militaires à des milliers de kilomètres pour déminer le plus important point d'étranglement énergétique du monde. Et le Royaume-Uni est juste à ses côtés pour s'assurer que cela se concrétise. Maintenant, parlons des navires eux-mêmes, parce que je pense qu'un des éléments qui se perd dans le grand tableau géopolitique, c'est la capacité réelle qui se trouve actuellement à Portsmouth, en attente de déploiement. Quand j'ai examiné les détails techniques de ces 4 bâtiments, j'ai vraiment compris pourquoi les analystes de Defense One et les experts navals qui couvrent ce conflit insistent autant sur la contribution potentielle de l'Ukraine. Ce ne sont pas de petits patrouilleurs, ce sont des plateformes sophistiquées de guerre des mines conçues pour cette mission, avec des équipages formés aux normes de l'OTAN. Et ensemble, elles représentent l'un des ensembles de contre-mesures anti-mines les plus capables qu'un pays qui n'est pas une grande puissance navale puisse déployer actuellement sur le terrain. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que l'Ukraine possède réellement. Les 2 premiers navires sont le Chernihiv et le Cherkasy, anciennement connus dans la Royal Navy sous les noms de HMS Grimsby et HMS Shoreham. Ce sont tous 2 des chasseurs de mines monorôle de classe Sandown, construits par Vosper Thornycroft et mis en service au début des années 2000.
Ils mesurent 52, 5 mètres de long, déplacent 600 tonnes et ont un tirant d'eau de seulement 2, 3 mètres, ce qui est assez peu profond pour opérer efficacement dans les eaux côtières et semi-fermées que l'on trouve dans le Golfe, sans perdre leur stabilité en conditions de haute mer. Ces navires ne sont pas rapides. Leur vitesse maximale est de 13 nœuds. Mais la vitesse n'a absolument aucune importance quand votre posture opérationnelle consiste à rester presque immobile au-dessus de quelque chose de dangereux pour le neutraliser avec précision. Et c'est la technologie embarquée qui les rend véritablement redoutables. Le principal système de détection est le sonar à profondeur variable, sonar 2093. Ce qui rend ce sonar si crucial pour les opérations à Ormuz est inscrit dans son nom même. Profondeur variable, la tête du transducteur peut être détachée de la coque et descendue par câble à différentes profondeurs. Cela permet d'optimiser la performance acoustique selon les gradients de température de l'eau et les thermoclines. C'est extrêmement important dans le Golfe où les eaux chaudes et peu profondes créent des conditions compliquées de propagation du son qu'un sonar fixe de coque aurait du mal à gérer. La tête détachable répond directement à ce problème. L'un de ces navires, le Chernihiv, anciennement HMS Shoreham, possède même une expérience opérationnelle préalable au Moyen-Orient. En 2018, il a commencé un déploiement de 3 ans dans la région où il était chargé de sécuriser les voies maritimes pour les navires marchands. Il a déjà navigué dans ces eaux. Il connaît ces conditions. Ce n'est pas anodin. Les 2 autres navires sont le Mariupol et le Melitopol, tous 2 de classe Alkmaar, également connus sous le nom de classe tripartite, donnée à l'Ukraine par les marines belges et néerlandaises. Ces bâtiments ont une histoire de guerre froide véritablement fascinante. Le concept tripartite est né d'un accord conclu en 1973 entre la Belgique, la France et les Pays-Bas, dans lequel chaque pays prenait en charge une composante différente de la conception commune. La France fournissait l'électronique de chasse aux mines, la Belgique gérait les systèmes électriques et la navigation, les Pays-Bas prenaient la responsabilité de la propulsion. Le résultat a été environ 40 coques réparties dans 3 flottes, et l'un des rares véritables exemples de construction navale multinationale partagée datant de la guerre froide. Il mesure 50 et 5 mètres, déplace environ 510 tonnes en standard et transporte un équipement comparable de chasse et de neutralisation des mines. Les 4 bâtiments sont actuellement amarrés à Portsmouth. Les 4 équipages ont terminé leurs évaluations d'interopérabilité avec l'OTAN. Selon Euromaidan Press, que j'ai consulté précisément sur ce point, la marine ukrainienne a confirmé que les équipages sont formés et prêts. Et pour ajouter encore plus de capacité, les Pays-Bas devraient livrer un 5e bâtiment à l'Ukraine en juin 2026 qui sera mis en service sous le nom de Henichesk. La flotte ukrainienne de contre-mesures anti-mines ne diminue pas, elle grandit. Alors, pourquoi tout cela compte-t-il précisément dans la situation du détroit d'Ormuz? Parce que la menace des mines dans cette voie navigable, en ce moment, n'est pas théorique. Elle est documentée et elle s'intensifie activement. Le 10 avril, le New York Times a rapporté, en citant des responsables américains, que l'Iran avait du mal à rouvrir le détroit d'Ormuz, en partie parce que le corps des gardiens de la révolution islamique avait lui-même perdu la trace exacte de l'endroit où toutes ses propres mines avaient été posées. Pensez-y un instant. L'Iran a posé tellement de mines tellement rapidement dans le chaos initial de la guerre que ses propres forces ne peuvent plus entièrement rendre compte de leur emplacement. Puis, le 23 avril, Axios a confirmé quelque chose qui a fait passer la situation de grave à véritablement alarmante. Le corps des gardiens de la révolution islamique avait recommencé à poser activement de nouvelles mines dans le détroit. De nouvelles opérations de minage ont été confirmées par un responsable américain et par une autre source ayant une connaissance directe du dossier. Et cela, alors même qu'un cessez-le-feu est techniquement toujours en vigueur. Cela a poussé le président Trump à publier un message sur Truth Social le 23 avril, ordonnant à la marine américaine de tirer et de tuer tout bateau iranien pris en train de poser des mines, avec, selon ses mots exacts, aucune hésitation. Il a aussi ordonné que les opérations américaines de dragage de mines se poursuivent à un rythme triplé, et a confirmé que l'USS Chief
et l'USS Pioneer, deux navires américains de contre-mesure anti-mines, opéraient déjà dans le détroit aux côtés de drones sous-marins et d'hélicoptères spécialisés dans la chasse aux mines. Mais voici la réalité brutale que le Pentagone lui-même a reconnue. Déminer le détroit d'Ormuz pourrait prendre jusqu'à 6 mois. 6 mois. Et la marine américaine est déjà fortement sollicitée sur plusieurs théâtres d'opération dans la région. C'est précisément là que les 4 chasseurs de mines ukrainiens cessent d'être un geste symbolique et deviennent une véritable nécessité opérationnelle. Les mines précises utilisées par l'Iran ne sont pas non plus de vieux modèles à contact. Les analystes ont identifié 2 principaux types déployés par le corps des gardiens de la révolution islamique. La mine Mahom 3 utilise une combinaison de capteurs acoustiques et magnétiques pour détecter les navires et transporte une charge explosive de 300 kg qui peut être immergée jusqu'à 100 mètres sous la surface. La mine Mahom 7 est légèrement plus légère, avec une charge de 220 kg, et elle est conçue pour les eaux moins profondes. Et surtout, elle possède une forme conique spécialement conçue pour résister à la détection par sonar standard. Les 2 explosent automatiquement lorsque leurs capteurs sont déclenchés. Aucun contact n'est nécessaire. Et selon The Guardian, malgré les pertes importantes subies par la marine conventionnelle iranienne lors des premières frappes de la guerre, l'Iran conserve encore entre 80 et 90% de ses petits bateaux et navires poseurs de mines. Il a les moyens de continuer à en poser. Il en a posé. Et Trump a maintenant ordonné aux forces américaines de tirer sur tout bateau qu'elles surprennent en train de le faire. Le sonar à profondeur variable des navires ukrainiens de classe Sandown est spécifiquement configuré pour traquer les mines aux profondeurs où opère la Mahom 3. La tête sonar détachable, qui peut être descendue profondément dans les eaux chaudes et acoustiquement complexes du Golfe, n'est pas un simple avantage dans cet environnement. C'est la différence entre trouver la mine et ne pas la trouver. Et l'Italie a maintenant confirmé qu'elle préparait elle aussi un ensemble de 4 navires pour la coalition, comprenant 2 dragueurs de mines, un navire d'escorte et un bâtiment logistique. Selon NBC News et Reuters, le chef de la marine italienne a clairement déclaré que son pays n'agirait pas seul et que d'autres nations enverraient aussi des dragueurs de mines. La coalition destinée à nettoyer le détroit d'Ormuz se forme autour de l'engagement ukrainien. Kiev a bougé en premier, Kiev s'est déclaré en premier, et toutes les autres nations qui ont suivi construisent sur le cadre que l'Ukraine a établi lors du sommet du 22 avril à Northwood. Le Royaume-Uni s'est assuré que les navires soient formés et prêts. La France et le Royaume-Uni ont déclaré conjointement le 17 avril qu'ils établiraient une mission défensive internationale pour le détroit dès qu'un cessez-le-feu durable serait en place. Plus de 36 pays ont maintenant signé une déclaration commune exprimant leur volonté de contribuer et condamnant les attaques iraniennes contre la navigation commerciale. Mais c'est l'Ukraine, un pays qui se bat encore pour sa propre survie face à la Russie, qui s'est levée la première pour dire « nous sommes prêts ». C'est pas seulement important sur le plan opérationnel, c'est important sur le plan historique. Et la raison pour laquelle c'est historiquement important est directement liée à la deuxième dimension de toute cette histoire, ce que cette manœuvre fait à Vladimir Poutine et à la guerre de la Russie en Ukraine. C'est la partie de l'histoire sur laquelle j'ai personnellement passé le plus de temps à faire des recherches. Parce que lorsqu'on entend pour la première fois que l'Ukraine envoie des chasseurs de mines dans le détroit d'Ormuz, le premier réflexe peut être de se demander quel rapport cela a-t-il avec la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'une opération de déminage à des milliers de kilomètres des lignes de front peut bien avoir à voir avec les chars russes en Europe de l'Est? La réponse, lorsqu'on suit le fil attentivement, c'est tout. Et je veux vous expliquer exactement pourquoi Vladimir Poutine s'est réveillé avec cette nouvelle et l'a ressenti comme un coup directement porté à son trésor. Commençons par la situation économique de la Russie au début de 2026 parce que le contexte est essentiel. En février 2026, l'économie de guerre russe commençait réellement à plier sous la pression combinée des sanctions occidentales, des frappes de drones ukrainiens contre les infrastructures énergétiques et du resserrement du plafond de prix du jet sur le pétrole russe. Les données de l'Agence internationale de l'énergie montrent que les revenus russes tirés des exportations de pétrole et de produits pétroliers étaient tombés à seulement 9,5 milliards de dollars en février 2026.
leur plus bas niveau depuis que Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Les volumes d'exportation de pétrole russe étaient descendus à 6 millions de barils par jour, encore une fois le niveau le plus bas depuis 2022. Les frappes ukrainiennes de drones et de missiles contre les ports baltes de Primorsk et d'Oust-Louga, ainsi que les attaques en mer Noire, avaient réduit les volumes physiques d'exportation de pétrole russe jusqu'à 40% selon Reuters. Le PIB russe s'était déjà contracté dans les premiers mois de 2026. La prévision annuelle du FMI pour la croissance russe n'était que de 0,8%. Les faillites en Russie ont augmenté de 31% en 2025 pour atteindre 568 000 cas. La Banque centrale russe maintenait des taux d'intérêt obstinément élevés pour lutter contre une inflation supérieure à 10% dans des secteurs clés. Selon une analyse de Chatham House publiée le 10 avril, Poutine se trouvait face à un moment où il pourrait être forcé de faire de véritables concessions dans les pourparlers de paix sur l'Ukraine, simplement parce que l'économie russe ne pouvait plus soutenir les dépenses militaires à leur niveau actuel sans sacrifier le bien-être de la population. Puis, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé leur guerre contre l'Iran et tout a changé pour Poutine du jour au lendemain. La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran a provoqué la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire du marché mondial. Le Brent a dépassé les $100 le baril, puis s'est rapproché de $120. Le Financial Times a calculé qu'au début de mars, la Russie gagnait 150 millions de dollars de plus par jour grâce à ses ventes de pétrole, uniquement en raison de la flambée des prix provoquée par la fermeture d'Ormuz. Un chercheur principal du Carnegie Russia Eurasia Center, Sergei Vakulenko, a déclaré à CNBC que le gain total de la Russie lié à la flambée des prix de l'énergie se chiffrait en milliards de dollars en quelques semaines. Le Kyiv Post, citant les calculs du Financial Times, a confirmé que Moscou avait déjà reçu entre 1,3 et 9 milliards de dollars en revenus fiscaux supplémentaires provenant des exportations pétrolières dans les 2 premières semaines, suivant le début de la perturbation d'Ormuz. Le brut russe, qui se vendait avec un rabais par rapport au Brent, était soudainement vendu dans certains cas à l'Inde, avec une prime par rapport au Brent, renversant en quelques jours des années de dynamique des prix. Des pays qui réduisaient consciencieusement leurs achats de pétrole russe, sous la pression occidentale, se sont soudainement mis à se précipiter pour acheter tout ce qu'ils pouvaient trouver, parce que l'approvisionnement du Golfe était hors service. Chatham House a décrit la guerre entre les États-Unis et l'Iran, très clairement, comme un cadeau économique pour Poutine. Un analyste russe cité dans ce même texte a dit qu'avant la guerre, Poutine hypothéquait essentiellement l'avenir de la Russie pour financer l'armée. Avec la manne d'Ormuz, il n'avait plus à le faire. Du moins pas pour l'instant. Maintenant, gardez ce chiffre en tête. 150 millions de dollars par jour de revenus supplémentaires pour la Russie. Chaque jour où le détroit d'Ormuz reste fermé, chaque jour où ces mines demeurent dans l'eau et où la navigation commerciale reste à distance, le trésor de Poutine se remplit de 150 millions de dollars supplémentaires qui vont directement financer la guerre en Ukraine. Chaque semaine de fermeture d'Ormuz représente effectivement plus d'1 milliard de dollars de capacité supplémentaire pour la machine de guerre russe. Voilà le lien financier direct entre les mines dans le détroit d'Ormuz et les soldats qui meurent sur les lignes de front dans l'est de l'Ukraine. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas théorique. C'est un pipeline financier direct entre la stratégie iranienne de minage et la capacité de Poutine à continuer de se battre. L'Ukraine comprend parfaitement cela, et c'est exactement pourquoi Zelensky a agi si vite. C'est pourquoi l'Ukraine a été le premier pays à déclarer sa disponibilité au sommet du 22 avril, avant toute autre annonce nationale. L'Ukraine attaque depuis des mois les infrastructures russes d'exportation énergétique avec des drones, précisément parce qu'elle comprend que frapper les revenus pétroliers russes est aussi efficace sur le plan stratégique que frapper ses dépôts de munitions. Les frappes constantes de drones ukrainiens contre Primorsk, Oust-Louga et les installations d'exportation de la mer Noire réduisaient progressivement les volumes d'exportation de pétrole russe. L'Ukraine gagnait cette guerre d'usure économique.
Puis la fermeture d'Ormus a effacé une grande partie de ce travail du jour au lendemain, en propulsant les prix mondiaux du pétrole, si haut que les exportations restantes de la Russie sont devenues beaucoup plus rentables qu'avant. Envoyer des chasseurs de mines pour déminer Ormuz, c'est pour l'Ukraine poursuivre exactement la même stratégie d'attrition économique, mais déployée sur une scène mondiale plutôt que régionale. Lorsque ces mines seront retirées, la navigation reprendra, l'offre mondiale de pétrole augmentera, les prix baisseront, et la Russie perdra sa manne. Le calcul est aussi simple qu'il est dévastateur pour Moscou. Mais il existe une deuxième dimension à cela qui dépasse la simple économie. Et je pense qu'elle est en réalité encore plus importante à long terme. En ce moment, l'invocation de la Convention de Montreux par la Turquie signifie que l'Ukraine ne peut pas envoyer ses navires militaires en mer Noire. Pour Poutine, cela a toujours ressemblé à une contrainte implicite sur l'ambition navale ukrainienne. La Russie a ravagé la flotte conventionnelle ukrainienne de la mer Noire dans les premières phases de la guerre. L'Ukraine a reconstruit sa capacité navale grâce aux navires de surface sans équipage et à la guerre par drone, coulant et forçant le retrait de la flotte russe de la mer Noire depuis la Crimée, sans jamais avoir besoin de navires de guerre traditionnels dans ses eaux. Mais la Convention de Montreux limitait encore techniquement ce que l'Ukraine pouvait projeter en matière de puissance navale traditionnelle. Maintenant, l'Ukraine s'apprête à envoyer des chasseurs de mines dans le golfe Persique, à des milliers de kilomètres de la mer Noire, à des milliers de kilomètres des lignes de front, en coordination avec la Royal Navy, en opérant aux côtés de navires français, en travaillant avec des bâtiments italiens, et en construisant des partenariats de défense avec les pays arabes du Golfe, au moyen d'accords de 10 ans que Zelensky lui-même a confirmé comme incluant des drones navals ukrainiens. Poutine a envahi l'Ukraine en croyant pouvoir neutraliser une puissance militaire régionale en quelques jours. À la place, il a créé quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, une puissance navale et de guerre par drone, aguerrie au combat, connectée mondialement, capable maintenant de projeter ses capacités dans la région du Golfe Persique. L'Ukraine n'a plus besoin de la mer Noire pour nuire à l'effort de guerre russe. Elle peut le faire depuis Ormuz. C'est le message que ce déploiement envoie. Et Poutine, qui voyait dans la fermeture d'Ormuz une bouée financière, regarde maintenant se former la coalition destinée à couper cette bouée. Une coalition que l'Ukraine mène depuis des ports britanniques, avec des navires construits par les Britanniques et des équipages ukrainiens formés par la Royal Navy. Si cela ne garde pas Poutine éveillé la nuit, honnêtement, je ne sais pas ce qui pourrait le faire. Et il y a un autre angle qui n'a pas reçu autant d'attention qu'il le devrait dans la couverture médiatique dominante. L'engagement de l'Ukraine à Ormuz porte aussi sur quelque chose de beaucoup plus vaste que le calcul militaire et économique immédiat. Il concerne la réputation mondiale de l'Ukraine et son positionnement stratégique à long terme. Pendant des années, l'Ukraine a été perçue par le monde, y compris par certains de ses partenaires occidentaux, principalement comme un bénéficiaire d'aide, un pays qui avait besoin d'armes, besoin d'argent, besoin de soutien politique, besoin de tout. Ce qui se passe maintenant est une transformation fondamentale de cette identité. L'Ukraine passe du statut de pays qui avait besoin d'aide à celui de pays capable d'apporter de l'aide sur la scène mondiale. L'Ukraine n'attend pas qu'on lui demande. Elle se porte volontaire. Elle déploie son expertise. Elle bâtit des alliances non seulement en Europe, mais aussi dans le Golfe. Elle devient, en temps réel, un véritable partenaire de défense et de sécurité que d'autres nations veulent avoir à leur côté. Et cette transformation n'est pas seulement importante sur le plan symbolique. Elle a des conséquences directes sur ce que l'Ukraine peut négocier en matière de garantie de sécurité à long terme, de contrats d'armement, de partenariats économiques et de poids politique dans chaque salle où elle entrera à partir de maintenant. Alors, venons-en maintenant à la question que tout le monde a probablement en tête. Quand est-ce que cela se produit réellement ? Quand les chasseurs de mines ukrainiens quitteront-ils Portsmouth pour se diriger vers le golfe Persique ? Et que se passera-t-il d'ici là ? Voici la réponse honnête, basée sur tout ce que j'ai personnellement suivi et analysé au cours de la dernière semaine. Le déploiement est prêt, les équipages sont formés, les navires sont préparés, la coalition se met en place. La seule chose
qui se dresse entre ces 4 bâtiments à Portsmouth et le détroit d'Ormuz, c'est la situation politique et militaire sur le terrain au Moyen-Orient. Et en ce moment, cette situation est sur le fil du rasoir. Le Royaume-Uni et la France ont été absolument explicites sur ce point. Aucun des deux pays n'est prêt à envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz tant qu'il existe une probabilité réelle que la guerre contre l'Iran reprenne. Le cessez-le-feu négocié par le Pakistan le 8 avril est techniquement toujours en vigueur, aujourd'hui 29 avril. Trump l'a prolongé indéfiniment le 20 et en avril afin de donner à l'Iran le temps de soumettre une nouvelle proposition. Mais laissez-moi vous dire à quoi ressemble réellement ce cessez-le-feu dans la pratique. Parce que le mot cessez-le-feu porte ici un poids énorme pour décrire une situation qui n'a rien de calme. Le corps des gardiens de la révolution islamique a posé de nouvelles mines dans le détroit aussi récemment que le 23 avril, ce qui a été confirmé par Axios en citant un responsable américain. L'Iran a saisi 2 navires commerciaux, le MSC Francesca et la Pomonda, dans cette voie navigable le 22 avril. Les forces américaines ont physiquement refoulé ou redirigé 38 navires qui tentaient d'entrer dans les eaux iraniennes ou d'en sortir depuis le début du blocus naval le 13 avril. Trump a ordonné aux dragueurs de mines américains de tripler leurs opérations de déminage. La marine américaine a saisi un cargo iranien le 19 avril. 3 porte-avions sont maintenant positionnés simultanément au Moyen-Orient, ce qui n'était pas arrivé depuis 2003. Le ministre israélien de la Défense a déclaré publiquement le 23 avril qu'Israël était prêt à reprendre la guerre et n'attendait qu'un feu vert de Washington. Voilà à quoi ressemble un cessez-le-feu en 2026 dans le détroit d'Ormuz. C'est moins une cessation des hostilités qu'une pause lourdement armée, où les deux camps continuent de se mettre sous pression par tous les moyens possibles, à l'exception de frappes directes. Et les pourparlers de paix eux-mêmes ne sont pas très rassurants. Le premier cycle de négociations directes entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, le 11 avril, a duré 21 heures et s'est terminé sans accord. Le deuxième cycle devait avoir lieu, mais Trump a annulé le déplacement de sa délégation le 25 avril en invoquant ce qu'il a appelé d'énormes luttes internes et une grande confusion au sein de la direction de Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a quitté le Pakistan pour se rendre à Oman, puis est retourné au Pakistan avant de se rendre en Russie dans un sprint diplomatique de 48 heures que j'ai suivi de près. Le Pakistan a retiré tous ses points de contrôle de sécurité autour du lieu du sommet à Islamabad, un signal visible que personne ne s'attendait à une reprise imminente des discussions. La dernière proposition iranienne tente de dissocier le détroit d'Ormuz de la question nucléaire en offrant d'ouvrir le détroit en échange de la levée du blocus naval, tout en repoussant les négociations nucléaires à une phase ultérieure. Trump a indiqué que cette offre ne serait presque certainement pas suffisante. La demande centrale des États-Unis reste la fin permanente et vérifiable de l'enrichissement nucléaire iranien. C'est pas quelque chose qu'une faction quelconque au sein de la direction iranienne actuelle fracturée a publiquement accepté. Et tant qu'il n'existera pas d'accord véritable et durable sur cette question fondamentale, le cessez-le-feu restera fragile. Le détroit restera effectivement fermé. Et les chasseurs de mines ukrainiens resteront à Portsmouth. Mais voici ce qu'il faut comprendre au sujet du calendrier. Au moment où un vrai cessez-le-feu durable se mettra en place, la séquence des événements qui suivra ira plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. La mission de déminage n'a pas besoin d'être planifiée à partir de zéro, elle a été planifiée lors du sommet du 22 avril à Northwood. 30 pays ont contribué à cette planification. Le rôle de l'Ukraine est déjà défini. Le Royaume-Uni et la France coordonnent le cadre de la mission. L'Italie a engagé son ensemble de 4 navires. Les États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui possèdent des capacités avancées de contre-mesures anti-mines développées spécifiquement pour les opérations de l'OTAN, font aussi partie des discussions. Le tableau du renseignement sur l'emplacement des mines iraniennes a été construit pendant des semaines par les drones sous-marins américains, la surveillance satellitaire et les avions de patrouille maritime opérant au-dessus du détroit. Quand le signal viendra qu'il est sécuritaire de se déployer, ces navires ne partiront pas de zéro. Ils exécuteront un plan déjà largement rédigé.
Defense One a noté précisément que même les systèmes de sonar détachables des bâtiments ukrainiens de classe Sandown sont configurés pour les conditions acoustiques exactes des eaux chaudes, peu profondes et fortement marquées par les thermoclines du Golfe. Ces navires ne sont pas envoyés pour improviser, ils sont envoyés pour exécuter. Et puis, il y a la conséquence géopolitique plus large qui se déploie dès que la navigation reprend. Les prix du pétrole baissent. La crise énergétique mondiale qui s'est accumulée depuis le 28 février commence à se décompresser. Les prix de l'essence aux États-Unis, qui ont augmenté de plus d'$1 le gallon depuis le début de la guerre, commencent à se détendre. Les prix du gaz naturel liquéfié en Europe commencent à se corriger à la baisse. Les économies asiatiques qui se battaient pour trouver des sources d'énergie alternatives respirent de nouveau. Et la manne russe de 150 millions de dollars par jour commence à s'évaporer. Selon l'analyse de Chatham House, la baisse soutenue de la demande mondiale de pétrole qui tend à suivre les longues périodes de prix élevés pourrait finir par ramener le pétrole vers 50 $ le baril, ou même moins à plus long terme, précisément au moment où la Russie se débat avec des contraintes de production, la pression des sanctions et des limites physiques à ses exportations. Chatham House a qualifié ce scénario de potentiellement dévastateur pour le budget russe à moyen terme. La réouverture d'Ormuz par l'Ukraine ne ferait pas que déranger Poutine. Si elle est menée à grande échelle et maintenue dans le temps, elle frapperait la base financière de sa capacité à poursuivre la guerre en Ukraine. Maintenant, parlons de ce que cela signifie dans une perspective plus large, parce que je veux vous laisser avec une réflexion qui dépasse les titres immédiats. Ce que nous observons en temps réel, à travers la crise du détroit d'Ormuz, à travers le déploiement des chasseurs de mines ukrainiens, à travers la coalition qui se forme à Northwood, à Paris, à Rome et dans les capitales du Golfe, c'est l'émergence d'une architecture de sécurité mondiale véritablement nouvelle. Une architecture que personne n'a conçue à l'avance. Une architecture forcée d'exister par la collision de plusieurs crises simultanées. L'Ukraine en fait partie, le Royaume-Uni en fait partie, la France, l'Italie, les États baltes et les pays arabes du Golfe en font tous partie ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que cette architecture, cette coalition de nations, prête à se présenter et à agir, plutôt que à simplement publier des déclarations, est exactement le genre de coalition qui rend la stratégie russe, à long terme, de plus en plus difficile à exécuter. Tout le cadre stratégique de Poutine pour l'Europe dépend de la division. Il dépend des désaccords entre membres de l'OTAN, d'une Europe trop lente, d'une Amérique distraite. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'Ukraine devienne un partenaire naval mondial. Il n'avait pas prévu que des marins ukrainiens formés à Portsmouth puissent un jour être déployés dans le golfe Persique pour nuire à ses revenus pétroliers. Il n'avait pas prévu que Zelensky signe des accords de défense de 10 ans avec des États du Golfe, incluant des drones navals ukrainiens. Rien de cela ne figurait dans son calcul lorsqu'il a lancé ce qu'il appelait une opération militaire spéciale en février 2022, en s'attendant à ce qu'elle dure quelques jours. L'Ukraine transforme cette erreur de calcul en atout stratégique mondial, un déploiement de chasseurs de mines à la fois. Et quand ces 4 navires quitteront finalement Portsmouth pour se diriger vers le sud, lorsqu'ils franchiront le canal de Suez pour entrer dans la mer Rouge, puis dans le golfe d'Oman, ils transporteront quelque chose de plus important que de l'équipement sonar et des véhicules de neutralisation de mines. Ils transporteront la preuve qu'un pays censé avoir été brisé il y a 4 ans agit maintenant sur la scène mondiale d'une manière que même ses alliés les plus proches n'avaient pas pleinement anticipé. C'est l'histoire sous l'histoire. Voilà pourquoi même les États-Unis n'arrivaient pas tout à fait à croire ce que le Royaume-Uni et l'Ukraine se préparaient à faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une mission de déminage, il s'agit d'une déclaration sur ce que l'Ukraine est en train de devenir, sur ce à quoi ressemble concrètement l'engagement du Royaume-Uni envers ses partenaires, et sur la manière dont les anciennes hypothèses concernant le pouvoir dans ce nouveau monde sont réécrites en temps réel. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.